Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Cécile Ourquet. Vous en avez sans doute entendu parler, le Lean Six Sigma est une technique d'optimisation qui a révolutionné l'industrie automobile. Cette technique est aujourd'hui adaptée à d'autres domaines, comme celui des laboratoires médicaux. Alors, réelle révolution? Que peut-on espérer? Comment l'implémenter? C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Et c'est Andrés Ramirez, manager du pôle Automation au sein du marketing global, qui est aujourd'hui notre invité et répondra à nos nombreuses interrogations sur le sujet. Andrés, tu nous viens de Colombie, mais c'est en Europe que tu as réalisé de nombreux audits Lean au sein des laboratoires. Eh oui, je ne peux pas cacher mon accent, je suppose. Et bonjour à tous. Bonjour Andrés. Ma première question pour toi va être un défi. Peux-tu nous expliquer brièvement ce qu'est une analyse de flux de travail et quel est le lien avec le Lean Six Sigma? Bon, je dirais que tout est dans le nom. Donc, une analyse des flux est une image de votre processus actuel où nous cartographions les activités du laboratoire. Donc, dans cette analyse, nous essayons d'identifier les éléments qui pourraient être à l'origine de l'inefficacité du laboratoire. On l'a vu et Audrey l'a dit, l'analyse de flux, c'est un processus qui est très utilisé depuis des années dans plusieurs industries, dont l'automobile, et ça a pour but d'augmenter la productivité et la qualité. On pourrait peut-être dire, et là tu confirmeras ou pas, que c'est une façon de revoir et de remettre en question notre façon de travailler. Est-ce que tu penses qu'on pourrait parler d'une méthode d'auto-amélioration? Oui, tout à fait, on peut le voir comme ça. Et puis, donc, oui, Audrey, tu me demandais d'expliquer ensuite le Lean Six Sigma. Donc, en fait, ce sont deux méthodologies. La partie Lean, axée sur l'élimination des sources de déchets, et le Six Sigma, axé sur la réduction de la variabilité. Alors, je suis désolée, mais c'est encore un petit peu flou. Peut-être que ça aiderait certains auditeurs, et moi en tout cas, si tu pouvais m'expliquer comment mettre en œuvre un tel processus. Oui, donc il vous faudra d'abord vous fixer des objectifs, comprendre quelles sont vos attentes en impliquant bien sur les équipes concernées. Le but ici, c'est de réduire les tâches encombrantes, mais aussi de changer certaines mauvaises habitudes, on peut dire. Quand je t'écoute, Andrés, j'ai l'impression que l'adhésion de l'équipe du laboratoire semble la chose la plus importante et qu'il s'agit vraiment pour eux de comprendre qu'on est ici pour leur faciliter la vie d'utilisateur et qu'ils ne devraient pas penser qu'on est du tout là pour juger ou remettre en cause la qualité de leur travail. Exact. Deuxièmement, vous avez besoin ici de la méthodologie et des outils pour observer, décrire et mesurer. Cela signifie vraiment prendre du recul et avoir une vue plongeante sur la situation. Et c'est là que de nombreux fournisseurs proposent d'aider les laboratoires dans ce processus. Oui. Donc c'est oui pour avoir une perspective extérieure, mais aussi parce qu'en tant que fournisseur, nous sommes experts de nos solutions et conscients des meilleures pratiques. Donc la dernière et la troisième étape seront de mettre en œuvre des actions d'amélioration et de suivre également votre analyse à travers des indicateurs clés qui permettront de contrôler leur efficacité. C'est un peu plus clair, merci. Mais je me dis que là, quand je vois les 3 étapes que tu viens de décrire, la définition d'indicateurs, d'objectifs avant, etc., ça doit prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est vraiment long à mettre en œuvre? Cela dépendra de vos besoins en réalité. Certaines organisations disposent déjà d'experts de l'approche Lean. Et après, une analyse des flux de travail peut être effectuée pour un laboratoire entier, pour l'unité de laboratoire, mais aussi pour la paillasse de coagulation uniquement, par exemple. Ah, très bien, on peut voir selon la dimension quelque part. Et si je veux voir comment gagner en efficacité, quelles sont les choses à prendre en compte quelque part? Oui, donc encore une fois, cela dépendra des besoins et des objectifs du laboratoire. Vous pouvez faire une étude complète de l'arrivée de l'échantillon à la livraison des résultats ou simplement sur la paillasse. Mais pour répondre à ta question, Audrey, je dirais qu'une analyse de flux peut durer de 2 à 5 jours pour les grandes organisations, on peut se dire. Et Andrés, quelles sont les attentes qu'on aura du personnel de laboratoire et quel rôle vont-ils jouer lors de cette analyse? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Parce que dans un sens, ils ne doivent rien faire, justement. On doit observer les habitudes et processus du laboratoire tel comme il est. Il nous faut cependant leur engagement
pour que le résultat et les suggestions d'amélioration puissent être mises en œuvre. Tout cela pour dire que oui, donc la gestion du changement est un élément clé du succès de toute la démarche. Et Andrés, un peu plus tôt, tu disais observer, décrire, mesurer. Quels sont les types de choses qu'on peut observer, décrire, mesurer? Est-ce que tu as des exemples d'axes d'amélioration? Oui, tout à fait. Donc là, dans Lean, nous parlons de sept types de déchets. Le excès de mouvement, il est vraiment surprenant de voir comment parfois nous mettons les choses les plus utilisées à l'opposé de l'endroit d'où elles sont utilisées. Je crois qu'on voit tout ça dans nos cuisines. Eh oui, certainement. Ensuite, nous avons la surproduction, tel qu'un problème avec le nombre de flacons à reconstituer qui génère de la perte en fin de journée. Nous avons également le surstock, un classique du laboratoire. Et puis la surqualité aussi, ou les process inutiles. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote là-dessus sur une analyse de flux qui avait été faite et où les techniciens avaient simplement oublié que l'instrument qu'ils venaient d'avoir, donc c'est un nouvel instrument, était en fait doté de perçage de bouchons. Donc ils débouchaient un par un leurs tubes, et je parle de milliers de tubes chaque jour, ce qui est énorme. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Ça arrive assez souvent quand on change d'instrument de ne pas savoir quel est nouveau et plus pratique. Et ensuite, revenant sur les déchets Lean, on retrouve également les temps d'attente, qui est l'un des plus courants au laboratoire, où les échantillons sont laissés sans surveillance avant de passer à l'étape suivante. Nous avons également le transport non nécessaire de l'échantillon, et puis les répétitions inutiles. Ah, là, si j'ai bien compris, sur les répétitions inutiles, on peut imaginer par exemple de reconstituer un réactif de 10 ml avec une pipette de 1 ml. Oui, tu l'as tout compris, Audrey. En remplaçant, oui, par exemple, la pipette de 1 ml par une pipette de 10 ml, tu réduis les risques d'erreur et la variation de pipettage. Et pour finir, Andrés, tu parlais tout à l'heure que dans la dernière étape, c'est vérifier avec des indicateurs clés que finalement, on avait réussi à mettre en œuvre une amélioration. Est-ce que tu aurais des exemples d'indicateurs à suivre? Quels sont les plus courants qu'on vient voir pour vérifier un bon ou un mauvais processus? Oui, donc dans le laboratoire, on vérifie tous les jours le processus technique à l'aide des contrôles de qualité internes. Du côté de la productivité, vous pouvez surveiller les indicateurs de performance tels que le temps de rendu par patient et par méthodologie. Vous pouvez regarder la capacité à fournir des résultats dans les temps T. Autrement dit, également le rapport entre le fait et le à faire, qui est aussi utile au quotidien. Garder un œil sur les temps d'arrêt, qui sont à l'origine, par exemple, des pannes du système, mode veille. Je suis des fois assez surprise de voir comme les indicateurs de performance clés ne sont pas toujours largement utilisés dans les laboratoires, particulièrement dans les publics. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir des différences selon la structure du laboratoire aussi. Andrés, on va approcher de la fin. Est-ce que tu aurais des derniers conseils à nous partager? Oui, je dirais que vous trouverez toujours quelque chose à améliorer, mais il n'est pas nécessaire que vous souhaitiez ou vous deviez changer. Ceci dépendra de l'impact sur votre quotidien. Dans le pourquoi, amener quelqu'un de l'extérieur pour avoir une nouvelle opinion est toujours utile. Après, de nombreux prestataires proposent de tels services, mais le point positif d'un professionnel, c'est qu'il connaît bien les concepts et les outils Lean, ainsi que la réalité de votre travail quotidien. Il est donc capable de cibler l'utilisation optimale de votre système aussi. Je dirais qu'il faut se méfier des prestataires qui utiliseront le Lean Six Sigma pour vous vendre leurs solutions. Donc, vous devez clairement indiquer que les améliorations, ou du moins certaines d'entre elles, doivent être au moins en partie indépendantes de leurs produits. Et en même temps, un fournisseur, s'il est présent, vous fera à coup sûr découvrir des capacités inconnues sur le logiciel de votre instrument. Oui, c'est un très bon exemple, Audrey, mais je pense aussi qu'il faut ne pas sous-estimer les avantages d'une telle approche.
Vous pouvez toujours améliorer quelque chose, la qualité, comme mentionné. J'ai également constaté souvent qu'il y a des améliorations simples et très efficaces. Par exemple, comme vous placez votre centrifugeuse plus près, vous réduisez le temps peut-être de transport, de transport des échantillons de la centrifugeuse à l'instrument, des fois sur une journée à plusieurs heures. Et en plus, pour beaucoup de labos, vous n'allez pas louper quand l'échantillon est prêt, vous allez directement l'entendre et pouvoir le passer. Donc, c'est des choses très simples, mais qui finalement, sont pas toujours optimisées, on va dire. Oui, tu as raison. Et comme tu l'as mentionné aussi avec le perçage du capuchon, en supprimant ou en automatisant certaines tâches de votre quotidien, vous leur permettez aux techniciens également d'être réaffectés à des tâches plus précieuses. Par exemple, introduire des tests plus spécialisés. Et puis, je dirais que c'est également bon, après quelques mois d'utilisation d'un nouvel instrument, de faire une analyse de flux. Tout simplement parce que vous oubliez votre formation ou vous êtes prêt à prendre de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront le général utilisé. Je parle de l'instrument, mais l'analyse peut être faite sur le logiciel, le middleware ou n'importe quelle partie du processus aussi. Merci Andrés pour ce partage. J'ai l'impression qu'un nouveau monde de possibilités s'ouvre à moi. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Twitter, et de vous abonner à notre série de podcasts Ask Stago sur la plateforme que vous préférez. Vous pouvez aussi nous contacter à ask@stago.com pour challenger notre équipe et nous proposer un prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute et à la poursuite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago. Diagnostics is in our blood.